Bienvenue à cette séance d'information au sujet de l'appel de proposition Soutien à une équipe de recherche en partenariat, l'administration publique québécoise et la mobilisation des connaissances dans l'élaboration des politiques publiques visant les Premières Nations et les Inuits. Merci de vous joindre et surtout de votre intérêt pour ce concours. Ce dernier s'inscrit dans le cadre des actions concertées et est issu d'un partenariat entre le Fonds de recherche du Québec, secteur Société-Culture, le secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, ainsi que le ministère de la Santé et des Services sociaux. Mon nom est Valérie Beausoleil et je suis responsable de programme à la direction des actions concertées. Et je suis bien entourée aujourd'hui parce que je suis accompagnée de la directrice aux actions concertées, Nathalie Roy. Elle me soutiendra pour répondre à vos questions, que je vous invite à inscrire en continu dans la section Q&R en bas de votre écran. Nous y répondrons au fur et à mesure ou à la fin de la présentation, selon la teneur de la question. Vous aurez également le choix de les poser de façon anonyme ou non, selon votre préférence. Je suis également accompagnée par des partenaires aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous Mathieu Lenné, conseiller aux relations au SRPNI, et puis Marie-Lou Hamel-Archambault à la direction des relations et partenariats avec les Premières Nations et Inuits au ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, je viens de terminer le mot du bienvenue. J'enchaînerai dans quelques instants avec une brève présentation de la programmation des actions concertées dans laquelle s'inscrit le présent concours. Les règles en vigueur sont les mêmes que pour nos concours dits réguliers, mais il y a quand même certaines petites particularités. Ensuite, nos partenaires rappelleront le contexte et les objectifs et les retombées auxquelles on s'attend avec cette action concertée, avant qu'on passe aux besoins plus spécifiques de recherche. Et puis, le dernier point portera sur le processus d'évaluation et les conditions du concours. Je précise qu'il s'agit d'une séance d'information qui ne pourra pas couvrir tous les aspects du concours et que l'information qui a une valeur légale se trouve dans l'appel de proposition. Donc, pour ce qui est du programme des actions concertées, donc les actions concertées offrent une programmation qui se distingue de nos autres programmes par l'approche partenariale. Comme le nom le dit, il s'agit des programmes qui veulent concerter tous les joueurs autour d'un enjeu sociétal. Communauté de recherche, représentants d'organismes publics, milieux d'utilisateurs potentiels, etc. Puis les besoins de connaissances ou de fédération de la recherche proviennent des milieux d'utilisateurs potentiels. Le plus souvent, c'est des ministères qui deviennent notre partenaire financier. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est eux qui défraient à 100% les coûts. Puis, à la base d'une action concertée, se trouve une entente de partenariat qui fixe les règles de ce maillage. Et les règles du partenariat, règles qui correspondent aux valeurs et principes du fonds, valables pour tous les financements offerts dans nos programmes. Le SRPNI et le M3S ont donc fait le choix de conclure ce partenariat avec le fonds pour donner aux actions concertées le mandat d'organiser un concours pour faire appel à la communauté de recherche au Québec. Et ce, en respectant nos règles. Parce que, distinction importante, le fonds octroie des subventions de recherche et non des contrats. Et donc, veille à l'intégrité du processus. Cela veut dire qu'en confiant au fonds l'organisation du concours et la gestion du financement, les partenaires s'assurent d'avoir accès à des recherches indépendantes qui répondent aux standards d'excellence et aux normes en vigueur en recherche. L'excellence est assurée par un processus d'évaluation indépendant. La liberté académique et la propriété intellectuelle ne peuvent pas être mis en question et les résultats de recherche financés dans nos programmes sont publics. Les partenaires des actions concertées pratiquent donc un certain lâcher prise leurs besoins de connaissances dans le but de financer les meilleures recherches. Et puis, en contrepartie, on les intègre à certaines étapes du processus, notamment à l'élaboration de l'appel de proposition qui traduit leurs besoins à eux, à l'évaluation de la pertinence et au comité de suivi pour nous assurer que leurs besoins de connaissances seront répondus à la fin de tout le processus. Donc, je passe maintenant la parole à Mathieu pour présenter le contexte, les objectifs, les retombées attendues ainsi que les besoins spécifiques du concours. C'est à toi, Mathieu. Merci Valérie. Bonjour tout le monde.
Je vais prendre quelques minutes, là, avec votre permission, là, pour revenir un peu sur le contexte qui a donné naissance à ce projet de recherche-là. Un projet de recherche qui est en deux temps. On a, en fait, deux étapes. La première étape a déjà été complétée, j'y reviens dans un instant. Et puis là, on s'apprête à amorcer avec vous là, une deuxième étape, ultime étape aussi de ce projet de recherche-là. C'est un projet de recherche donc qui a pris naissance au secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits il y a quelques années maintenant. J'insiste sur la conjoncture un instant, puisque le projet s'inscrit dans les réflexions qui ont été entamées ici au secrétariat suite au dépôt du mémoire de la commission Vien, une commission, je vous rappelle, qui étudiait les rapports entre les services publics québécois et les populations autochtones au Québec. Et le rapport, presque au même moment, le dépôt du rapport de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues. Donc, des commissions d'enquête là, qui se sont penchées sur des sujets extrêmement graves, là, vous le comprenez. Des commissions d'enquête dans lesquelles le secrétariat a joué un rôle de premier plan. Puisque je vous le rappelle, le secrétariat, c'est un des secrétariats de mission qui composent le ministère du Conseil exécutif, là, donc le fameux ministère du premier ministre, et le secrétariat a pour mandat de coordonner l'action gouvernementale en affaires autochtones au Québec. Donc, vous comprendrez que le secrétariat, bref, a joué un rôle de premier plan dans la tenue de ces commissions-là, dans leur suivi, etc., et dans le suivi de leurs différentes recommandations. Parmi les recommandations des deux commissions, on en a plusieurs qui touchent les données probantes, la production de ces données-là, le partage, la mobilisation, la circulation des données qui sont utilisées par l'appareil d'État dans l'élaboration de programmes ou de politiques publiques, etc., destinés aux populations autochtones. Ce sont d'immenses enjeux, bien sûr, vous l'aurez compris. Et on a, avec le secrétariat, avec la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux et de certains autres ministères, s'est réunis pour réfléchir à ces questions-là, mais surtout réfléchir à la capacité qu'avait l'appareil d'État, ou à la capacité qui lui ferait défaut, selon le cas, à mobiliser les connaissances déjà existantes. Euh, pendant, euh, pendant longtemps, les études autochtones, c'était un peu la chasse gardée des anthropologues et des historiens. Depuis quelques années, il y a eu un décloisonnement du champ et on a vu de plus en plus de gens de différentes disciplines s'intéresser aux populations autochtones et publier étude après étude après étude. On est face à une sorte de paradoxe aujourd'hui où on a l'impression qu'il manque de données ou de savoir ou de connaissances, etc., au sujet des populations autochtones. Mais d'un autre côté, on voit bien que le nombre de publications consacrées, le nombre d'études consacrées aux populations autochtones n'a jamais été aussi important, là. Donc, on est une situation un petit peu paradoxale qui nous intéressait, qu'on essayait de mieux comprendre. On voyait bien que dans certains ministères, on finançait des études qui étaient peut-être bonnes, peut-être moins bonnes, c'est un autre sujet, mais qui étaient peut-être redondantes par rapport à ce qui se faisait déjà ou ce qui avait déjà été publié. Puis on avait l'impression que les résultats des études, finalement, n'étaient pas nécessairement mobilisés ou pas toujours mobilisés comme il faudrait idéalement qu'elles le soient. Enfin bref, c'était le genre de réflexion qu'on avait au moment où les deux rapports sont tombés et ça soulevait énormément de questions. Donc, on a, avec la collaboration évidemment de nos collègues des fonds de recherche, on a confié au docteur Émilie Deschaines, là, je ne sais pas exactement c'est quoi le jargon, là, Valérie, tu me corrigeras au besoin, mais bref, on a commandité, disons, la réalisation d'une étude, là, premier débroussaillage sur ces questions-là qui a été réalisé par Mme Deschaines, un rapport qui a été rendu public il y a quelques mois maintenant sur la mobilisation des connaissances par l'appareil d'État. Dans le rapport de Mme Deschaines, que je vous invite à lire par ailleurs, là, il est absolument excellent et il soulève toutes sortes de questions extrêmement intéressantes, extrêmement importantes aussi. Mais bref, dans ce rapport-là, on s'est surtout concentré sur la nature des connaissances qui étaient effectivement disponibles. C'est évidemment pas le seul thème qui est abordé dans le rapport Deschaines, mais celui-là a pris beaucoup de place, la production des connaissances par les différents acteurs qui sont effectivement impliqués dans les études autochtones ou dans la conduite des affaires autochtones par l'appareil d'État. Euh, et donc c'est des sujets qui ont été fouillés, là, la nature des productions, aussi les questions, bon, disons, de savoir-pouvoir, là, qui parle au nom de quoi, qui définit quoi, et puis bon, toutes ces questions-là de nature plus politique, disons,
ont été creusés par Mme Deschaines, qui a fait un excellent travail pour nous aider à mieux comprendre ce qui pouvait jouer ou influencer sur la façon dont certaines connaissances étaient peut-être plus facilement mobilisables ou mobilisées que d'autres, etc. Bref, tout plein de sujets intéressants qui ont été abordés, mais toujours un peu à la marge de la question fondamentale qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'administration publique elle-même, l'organisation des affaires autochtones au sein de l'appareil d'État, la capacité que l'appareil d'État a à mobiliser effectivement des connaissances, qui est un sujet en soi, la mobilisation des connaissances, mais plus précisément dans le domaine des affaires autochtones. C'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, maintenant qu'il y a eu ce premier rapport-là de déposé il y a quelques mois, le rapport des chaînes. Maintenant, on est prêt à passer avec vous à la deuxième étape et d'étudier plus spécifiquement l'administration publique. On le mentionne, vous le verrez dans l'appel de projet, que c'est, selon nous, un sujet qui appelle une perspective délibérément et sciemment statocentrique. Là, le sujet ici, ce ne sont pas les connaissances ou les données elles-mêmes. Le sujet, ben, vous l'aurez compris, le sujet, ce ne sont pas les populations autochtones non plus, mais vraiment l'administration publique. On espère donc, à partir de ce qui a déjà été fait, à partir donc du rapport Deschaines qui nous sert ici de marchepied, de tremplin ou de rampe de lancement, on espère maintenant constituer une équipe de recherche, bon, vous le voyez à l'écran, constituer une équipe de recherche en partenariat pour le déploiement d'une programmation scientifique ayant pour objet l'administration publique québécoise et l'utilisation qu'elle fait des données existantes dans la conduite des affaires autochtones. Donc, c'est un sujet, j'insiste, le sujet n'est pas, de manière générale, les rapports de l'État avec les populations autochtones. Le sujet n'est pas la conduite des affaires autochtones elles-mêmes par l'État québécois. Et puis, tout ça. On n'est pas dans le domaine à proprement parler des relations avec les populations autochtones, mais vraiment de la mobilisation des données au sein de l'appareil public. Donc, ce qu'on espère finalement, comme objectif, ce qu'on espère atteindre, c'est de permettre une meilleure compréhension des réalités institutionnelles, organisationnelles, administratives, politiques, etc., qui entravent ou qui facilitent, selon le cas, l'utilisation des données dans la conduite des affaires autochtones au Québec. Donc, voilà pour les objectifs qu'on espère atteindre. Bon, plus précisément, un certain nombre de retombées qui sont attendues. Vous les voyez là encore à l'écran. C'est soutenir la réflexion des partenaires dans cette action concertée, l'ensemble des ministères et organismes, de même que les partenaires autochtones en lien avec l'utilisation des données et des connaissances issues de la recherche pour la conduite des affaires autochtones. Collaboration, permettre le travail synergique et la contribution des membres académiques et non académiques de l'équipe. C'est des choses qu'on attend. Mobilisation, transversalité, effet levier. Je vous laisse un instant pour lire ça, parce que ces retombées-là sont assez classiques dans le genre, mais néanmoins extrêmement importante. Toujours évidemment en lien avec les objectifs qu'on vient de mentionner il y a un instant. Donc, Mathieu, si ça fait le tour pour toi, donc je vais reprendre la parole. Donc, merci pour ces précisions et explications. Donc, je vous invite dès maintenant à commencer à poser vos questions en lien avec le contexte et les objectifs directement dans la section Q&R en bas de l'écran. Donc, je vais reprendre pour la suite de la présentation. Donc, pour ce qui est du processus d'évaluation, donc, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, l'évaluation se déroule en 2 étapes et est organisée et encadrée par le FRQSC. La première étape, l'évaluation de pertinence, se fait sur la base de la prédemande et sert à sélectionner les propositions qui répondent à l'appel, qui sont donc jugées pertinentes. Concrètement, le fonds reçoit du partenaire une liste qui propose des personnes qui représentent le partenaire ou collaborent avec le partenaire de l'action concertée. Et puis, le fonds fait ensuite un tri qui sert à exclure toute situation de conflit d'intérêts avec les personnes candidates. Les personnes restantes participeront au processus d'évaluation et devront évaluer les pré-demandes selon 3 critères. Donc, il y a l'adéquation de la proposition aux objectifs et aux besoins énoncés dans l'appel, les retombées anticipées et la mobilisation des connaissances et liens partenariaux. Je vous invite à consulter l'appel pour prendre connaissance des sous-critères et de bien démontrer dans la formulation de votre pré-demande comment
Votre proposition répondra à chacun des sous-critères. C'est un exercice de démonstration et les membres du comité évaluent seulement ce qui est écrit dans la pré-demande. Il faut donc être très explicite dans la présentation de son projet. Donc, par exemple, même si à la suite de la lecture de votre projet, les évaluateurs pourraient par eux-mêmes penser à des retombées très intéressantes et utiles sur la base de ce que vous avez écrit, ils pourront seulement les prendre en compte dans leur évaluation si c'est écrit noir sur blanc dans la prédemande. C'est donc à vous de convaincre les évaluateurs de manière explicite de la pertinence de votre projet dans le cadre de cet appel. Je rappelle aussi que les membres du comité à ce stade-ci ne sont pas forcément des scientifiques, ce sont des professionnels du gouvernement ou des gens du milieu. Il faut donc ajuster son langage à ce public. Et puis, comme pour nos autres comités, le fonds mandate ici le ou la président-présidente qui mène les délibérations. On assure l'exclusion d'évaluateurs ou évaluatrices en conflit d'intérêts et on veille également au traitement équitable des prédemandes. Bref, à l'intégrité du processus. Le tout est confidentiel aussi, justement, pour éviter toute influence indue en amont ou après. Puis, à l'issue de cette étape, les équipes seront informées du résultat et seulement les équipes dont la pré-demande est jugée pertinente sont invitées à déposer une demande de financement complète. Ces équipes vont recevoir une fiche de rétroaction qui va résumer les commentaires du comité de pertinence. Fiche qui est également mise à la disposition des membres du comité d'évaluation scientifique. C'est là le seul pont entre les deux étapes d'évaluation. Autrement, le compteur repart à zéro. Il n'y a donc aucun cumul entre les deux évaluations. Puis pour le comité scientifique, lui, il est composé de pairs experts, donc de chercheurs, chercheuses recrutés par le fonds et qui vont avoir pour mandat d'établir un ordonnancement des demandes selon la qualité scientifique, et ce, selon les 5 critères suivants que vous voyez à l'écran. Donc, il y a la programmation, le partenariat, la composition et la coordination, la pertinence et l'ampleur des retombées anticipées des stratégies de mobilisation des connaissances, et puis la relève étudiante. Ici, nous vous invitons encore à prendre connaissance des sous-critères et de vous assurer de répondre, de s'assurer que votre description démontre la capacité à répondre à chacun des sous-critères. Et puis le résultat, il y aura une seule équipe financée à l'issue du processus, à l'équipe dont la demande a reçu la meilleure évaluation scientifique. Le comité est donc souverain, comme dans nos autres concours. Donc, nous, le partenaire et le fonds, sommes tenus de respecter l'ordonnancement établi par le comité de pairs selon l'excellence des propositions soumises. Puis le rôle du partenaire dans le comité scientifique est celui d'observateur, donc sans droit de parole, donc d'un témoin qui doit juste attester de la conformité du processus. Donc, l'action concertée par la suite prévoit ensuite plusieurs outils et mécanismes pour assurer un partage dynamique des activités, des connaissances et des résultats de recherche. Donc, l'équipe financée devra notamment participer aux rencontres de suivi avec les partenaires. Ce sont des rencontres qui visent à permettre aux partenaires de comprendre le projet en cours et puis d'échanger avec l'équipe. Ce qu'on veut surtout, c'est que les partenaires soient au courant des activités et puissent déjà commencer à envisager les retombées possibles. L'équipe devra également déposer le rapport de recherche selon le format des actions concertées. Et puis, à la fin de tout ça, il y aura la rencontre de transfert de connaissances. Donc, voici un petit récapitulatif des dates importantes. Donc, toute cette information se trouve dans l'appel de proposition, mais on vous le répète encore ici parce que c'est extrêmement important. Donc, le formulaire de pré-demande et les documents à joindre sont attendus pour le 13 novembre 2024 à 16 h via FRQNet. J'aimerais juste apporter votre attention sur ce point. Pour les FRQ, la date est le 13 novembre, mais je vous rappelle qu'ici, dans le cadre de ce concours, l'approbation institutionnelle est demandée au stade de la pré-demande également. Donc, c'est à garder en tête afin d'éviter des mauvaises surprises. Ensuite, le résultat de l'évaluation de la pertinence seront communiqués dans la semaine du 16 décembre.
Puis les demandes complètes incluant tous les documents à joindre devront être transmis pour le 19 février 2025 avant 16 heures. Et puis, l'annonce finale se fera dans la semaine du 28 avril 2025 pour un début des travaux pour le 15 mai 2025. Donc, si jamais vous avez des questions, soit en lien avec l'appel ou le processus de candidature, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes informations ici à l'écran, donc par courriel ou par téléphone. Et puis, pour des questions d'ordre technique, par exemple, un problème avec le formulaire, on vous invite à contacter notre collègue technicienne Isabelle Pelletier. Elle vous aidera avec plaisir. Et donc, ben voilà, je cesse le partage de mon écran et je vous remercie au nom du fonds et de nos partenaires pour votre présence et votre intérêt pour ce concours. Et donc, voilà, merci. Nous pouvons maintenant passer à la période de questions. Je cède donc la parole à Nathalie. Nous essaierons de répondre à vos questions en direct dans la mesure du possible. Certaines questions nécessiteront peut-être une analyse plus approfondie. Dans ce cas-là, nous vous inviterons à nous écrire. Donc, Nathalie, c'est à toi. Bonjour, merci à tous les deux pour cette présentation-là très claire à la fois de ce qui nous amène à lancer cette seconde phase de cette action concertée. Si on est dans du financement, peut-être on va attirer l'attention là-dessus en attendant qu'on se déjeune pour les questions parce qu'on n'a pas de questions jusqu'à maintenant sur le type de financement accordé qui est un financement de type infrastructure. Donc, ce qu'on vient financer, c'est de mettre les moyens à la disposition d'une équipe de chercheurs, chercheuses et collaborateurs, collaboratrices du milieu pour s'assurer de faciliter leur collaboration et leur co-création de projets de recherche qui, eux, devront être financés par ailleurs dans d'autres programmes, dans d'autres concours, soit au provincial, soit au fédéral. Ce n'est pas un type de financement qu'on offre régulièrement aux actions concertées, mais dans ce cas-ci, c'est un appel spécifique pour le financement d'une équipe de recherche et peut-être mentionner que pour ceux et celles qui connaissent bien notre programme de soutien aux équipes de recherche, il est tout à fait possible de faire une demande ou d'avoir une demande dans le concours régulier de soutien aux équipes et dans le cadre de ce concours de soutien aux équipes et simplement de vous assurer de la complémentarité ou de la distinction entre les deux programmations pour ce concours et celle déposée dans le concours équipe. Toujours pas de questions. J'essaie de voir dans pas les facteurs de difficulté, mais particularités. Peut-être revenir sur Mathieu, cherchait le bon mot tantôt, référé à Valérie pour dire est-ce que c'est mandaté? Est-ce que tout le processus qu'a très bien décrit Valérie pour décrire le chemin qu'a pris le concours, prendra ce concours-ci, les 2 étapes d'évaluation, les critères d'évaluation, etc. Donc, c'est le même parcours qu'a suivi le premier financement qu'on a accordé dans ce cas-ci à l'équipe de Mme Deschaines. Donc, il s'agissait bien d'une subvention obtenue par voie de concours. Est-ce qu'il y a d'autres, pas facteurs de difficulté, mais rappels importants que tu souhaiterais faire en lien avec peut-être l'admissibilité, Valérie? Oui, ben peut-être en lien avec les statuts admissibles, c'est toujours une section qui suscite beaucoup de questions normalement. Donc, dans ce concours-là, il y a quand même quelques spécificités. Notamment, on demande qu'il y ait au moins une personne dans l'équipe qui soit issue de domaines ou de disciplines, de disciplines dans la liste suivante. Tout ça est dans l'appel, mais je vais les énumérer ici. Donc, on aimerait qu'il y ait une personne qui vient de l'administration publique ou l'anthropologie des organisations, la sociologie des organisations, de politique publique. Tout ça, c'est vraiment dans l'appel, mais c'est un critère d'admissibilité. Donc, il doit avoir une personne de l'équipe qui vient de une de ces disciplines-là. Puis par la suite, pour ce qui est des chercheurs principaux, les statuts ouverts sont statut 1, donc chercheur universitaire. Il y a également statut 2, donc chercheur universitaire clinicien ou chercheur universitaire clinicienne, chercheuse. Puis pour ce qui est des co-chercheurs, donc il y a une spécificité, c'est que bon, il faut avoir minimum 3 co-chercheurs. Notamment, il doit obligatoirement avoir un co-chercheur qui répond au statut 4C, c'est-à-dire une personne de milieu de pratique. Sinon, les statuts ouverts
pour les co-chercheurs, on a le statut classique, donc chercheur, chercheuse universitaire, chercheur, chercheuse clinicien, clinicienne, chercheur, chercheuse de collège, et puis certains statuts 4, donc statut 4A, chercheur, chercheuse d'un établissement gouvernemental reconnu par le FRQ, chercheur ou chercheuse d'un organisme du secteur gouvernemental non reconnu par le FRQ ou privé. Et puis le 4C, hein, chercheur de milieu de pratique, qui est aussi obligatoire d'en avoir au moins un au sein de l'équipe. Donc, ça résume un peu tout ce qui est obligatoire au niveau des statuts, mais tout ça est vraiment dans l'appel, donc je vous invite à vraiment en reprendre connaissance, vraiment, pour être sûr que vous avez vraiment tout ce qu'il faut afin que votre demande soit jugée admissible. Voilà. Je ne vais pas prolonger indûment, Valérie, mais je veux insister sur le fait que le 4C, c'est un expert du milieu de la pratique. Ce n'est pas un expert en recherche. Ce qu'on veut faire quand on ouvre ce statut-là, c'est venir croiser les différents types de savoir. Si je suis un fonctionnaire de longue date, je ne suis pas chercheur, mais que j'ai une longue expérience de l'utilisation des connaissances ou des données, je pourrais être un expert du milieu. C'est à ce titre-là, en raison de mon expérience, ou si je suis dans une organisation qui produit des connaissances. Bref, c'est des experts du milieu, pas experts en fonction de leurs connaissances en recherche, mais bien de leur expérience de la problématique qui est l'objet de cet appel de proposition-là. C'est une dimension importante. En action concertée, ce qu'on veut, c'est de la recherche qui ait des retombées pratiques et on milite en faveur, par ce type de moyens-là, de mélange des savoirs pour faire en sorte d'augmenter le potentiel d'applicabilité des résultats qui vont découler de la programmation. Nathalie, une question dans le chat. Oui. Si tu es... Merci. Oh, dans le chat, excuse-moi. Je fais une très piètre copilote. Bonjour, pourriez-vous préciser ce qui amène à privilégier le financement des infrastructures plutôt que le financement plus traditionnel? Ce qu'on voulait ici, c'est structurer un champ de recherche. En fait, quand on accompagne les partenaires pour essayer de définir quels sont les besoins, des fois, c'est des besoins de connaissances, mais des fois, c'est des besoins qui sont plus d'ordre méta. Donc, dans ce cas-ci, on se trouvait dans cette situation-là où ce qu'on voulait, c'est un peu structurer ou donner une pulsion pour structurer un champ de recherche qu'on n'estimait pas suffisamment investi jusqu'à maintenant. Donc, de faire en sorte d'interrelier les chercheurs qui travaillaient sur une même thématique avec des regards disciplinaires différents, multiples, pour qu'ils puissent coproduire des projets de recherche et donc des nouvelles connaissances. Donc, c'est vraiment parce qu'en partant du besoin du partenaire observé, en écoutant ses besoins, qu'on en est arrivé à cette formule-là qu'on a proposée à nos partenaires de cette action concertée. Que ça répond. Est-ce que là, c'est difficile, hein? On n'est pas en interaction directe. J'espère que ça répond bien à vos questions. Si vous souhaitez, s'il y a des questions que vous n'osez pas poser maintenant, Valérie est tout à fait disponible pour répondre ou pour discuter des propositions. On vous invite vraiment à en parler avec vos collègues autour pour voir comment ça résonne pour eux, cet appel-là. Si jamais vous souhaitez interpeller des gens qui ne travaillent pas du tout, parce qu'on a l'impression à cause du titre qu'il faut être spécialiste des affaires autochtones pour déposer des demandes dans ce cadre-ci. Alors, Mathieu, son préambule a vraiment permis de bien comprendre que ici, l'objet d'étude, c'est la fonction publique, ses mécaniques et l'utilisation des données et des connaissances, notamment issues de la recherche. Alors, s'il y a des collègues qui ne se sentent pas concernés parce qu'il y a des mots qui font qu'ils ne se reconnaissent pas dans les titres ou parce qu'ils croulent sous les opportunités de financement par ailleurs, on vous invite vraiment à risquer d'aller cogner à leur porte et d'essayer de voir avec eux, d'explorer avec eux s'ils voudraient se joindre à cette aventure-là. Surtout que les équipes ne sont pas mutuellement exclusives, les équipes financées par le Fonds de recherche du Québec et ce qu'on va financer dans le cadre de ce concours. Alors, sauf erreur, je n'ai plus de questions en réserve. Alors, je te repasse le micro pour le mot de la fin, Valérie. Oui, il reste plus grand-chose à dire, sauf merci de votre participation et vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions, restez pas dans le doute, vraiment, écrivez-nous, contactez-nous, on est là pour vous soutenir, puis on répond assez rapidement. Donc, je vous souhaite une belle journée et un beau concours. Au revoir.